Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. L'opération Marhaba a commencé cette année dans les conditions exceptionnelles dictées par la pandémie de Covid-19 et aussi dans la particularité mise en place par l'État marocain qui a renforcé les liaisons maritimes avec l'Italie et la France. L'appareil diplomatique et consulaire a également été mobilisé, en plus de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, afin d'assurer aux Marocains rentrant au pays les meilleures conditions de traversée et de débarquement. Le Maroc a fait les choses en grand, car par la voie maritime, il pourra assurer du 15 juin au 15 septembre l'arrivée et le départ de quelques 650 000 passagers et 180 000 véhicules. Il débloquera en outre un budget de 2 milliards de dirhams pour soutenir l'opération et les familles. Pour sa part, le transport aérien n'a pas été oublié, la compagnie nationale multipliant les annonces sur les rotations prévues et les prix appliqués. Ce sont les autorités publiques qui prendront en charge les réductions demandées aux transporteurs. En seconde partie, nous irons en Algérie où les élections législatives viennent de se tenir et dont on retiendra principalement un taux de participation historiquement faible, à peine 23%. Ce chiffre était aisément prévisible, eu égard à l'abstention qui a marqué l'élection présidentielle de 2019 et aussi le référendum de 2020. Et c'est le FLN, le parti historique algérien, qui a remporté la première position malgré un fort recul par rapport aux élections précédentes et devant les indépendants et les islamistes du MSP. Nous analyserons ces deux thèmes avec nos deux invités. C'est Hicham Hafid. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes enseignant économiste à l'Institut des études africaines à l'Université Mohamed V de Rabat et vous êtes aussi un spécialiste de l'économie et des économies africaines. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. C'est Samir Bennis, vous êtes directeur et cofondateur du site Morocco World News. Mon anglais, ça va? C'est oui, bon. Ça va. Un site publié depuis Washington. Vous êtes expert en relations internationales et plus particulièrement des relations maroco-espagnoles. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Donc, chaque année, chaque été, des millions de Marocains retournent chez eux venant des pays où ils résident. En Europe, certes, mais aussi en Amérique du Nord, en Moyen-Orient et ailleurs. Cette année, en raison des conditions particulières liées notamment à la crise sanitaire, l'opération Marhaba a pris une dimension exceptionnelle et l'État marocain a déployé les grands moyens pour assister ses ressortissants souhaitant rentrer au pays. Samir Bennis, on commence avec vous. Dimanche dernier, le roi Mohamed VI a donné ses instructions pour faciliter l'opération Marhaba aux Marocains du monde. Le lendemain, un communiqué du ministère des Transports a détaillé les mesures prises au maritime et à l'aérien. Quelle lecture faites-vous de cette décision? D'abord, c'est Aziz, monsieur, merci pour l'invitation. Je pense que les raisons sont multiples. Tout d'abord, en prenant cette décision de réduire les prix des billets d'avion, je pense que le roi, que Sa Majesté, a fait montre du leadership et d'une clairvoyance et a montré qu'il prend en considération une doléance de longue date de la communauté résidente à l'étranger. Et il s'agit des prix des billets d'avion. Si on prend par exemple la communauté marocaine vivant aux États-Unis, où je vis, depuis des années, la communauté marocaine on a appelé aux responsables marocains pour réduire les prix des billets d'avion, mais malheureusement, rien n'a été fait. Je pense que les autorités de tutelle ne se sont pas acquittées de leur mission, ni ont été conscientes de l'importance stratégique d'une telle décision sur le court, le moyen et le long terme. On sait bien que la cherté des billets d'avion empêche des milliers de familles marocaines de renouer avec leur pays d'origine chaque année. Et cela pourrait avoir des conséquences négatives pour le pays sur le moyen et le long terme. Tout d'abord, de moins en moins de Marocains arrivent au pays chaque été. Ça prive. Vous parlez des États-Unis ou de l'Europe du monde entier. Du monde entier. J'ai pris l'exemple des États-Unis parce que les prix des billets sont exorbitants. Et je vous ai donné l'exemple tout à l'heure d'une dame qui m'a dit qu'elle a dû payer $7 000 pour venir au Maroc avec sa fille et son mari. C'était avant les instructions royales. Juste quelques jours avant. Donc, cela prive l'économie marocaine d'une manne financière que représente l'arrivée massive des émireux. En plus de ça, les enfants de la deuxième et la troisième génération perdent leur attachement à leur pays d'origine. Donc, je pense que cette décision vient corriger une anomalie et je pense qu'il serait judicieux qu'ils s'inscrivent dans la durée. La deuxième raison à avoir est reliée à la pandémie. On sait bien que la pandémie et l'isolement qu'elle a
qui sont suivis ont laissé des traces psychologiques profondes chez les Marocains résidant à l'étranger. Si des Marocains vivant au pays ont souffert de l'isolement alors qu'ils vivent près de leurs proches, imaginons la souffrance et le stress qu'ont souffert les émireux, dont moi-même, pendant cette période. Cet isolement a été doublé du stress et de la peur de perdre un de notre proche à cause de la pandémie. Vous restez à l'extérieur sans pouvoir rentrer. Voilà. Par conséquent, avec l'approche de l'été, beaucoup de Marocains avaient l'espoir de venir au Maroc pour renouer avec leurs proches. Or, les prix exorbitants des billets d'avion ont poussé beaucoup de Marocains, notamment en Amérique du Nord, soit à reporter leurs vacances, soit à choisir d'autres destinations qui sont moins chères. La troisième raison est liée avec la crise avec l'Espagne. Avec la décision, je pense que la décision d'annuler l'opération Marhaba a fait l'effet d'une douche froide pour les Marocains vivant en Espagne et ailleurs en Europe. Par exemple, en Espagne, les Marocains avaient un seul choix: faire le trajet jusqu'au port de Sète et de Marseille pour ensuite faire une traversée de 30 heures. Cela aurait eu pour effet de doubler ou tripler le prix des billets de traversée. En plus, dans ce scénario, il était clair que la majorité des émireux vivant en Espagne et ailleurs allaient zapper cet été. Donc je pense que cette décision a pris les responsables espagnols et européens de court. Et je pense que la décision de réduire les billets d'avion et les billets de traversée entre les ports français et italiens et le Maroc, beaucoup de Marocains seront donc encouragés de venir passer les vacances d'été au Maroc. Et on sait bien l'impact économique que cela aura sur l'économie marocaine, mais aussi l'impact psychologique pour les émireux. Donc finalement, comme vous le dites, Sa Majesté le Roi a pris une décision qui confirme son leadership, mais aussi qui montre l'empathie. Parce que là, quand vous parlez de Marocains qui sont à l'extérieur, qui ont peur de perdre un proche, de ne pas pouvoir rentrer, etc., on peut faire de la politique, mais on peut faire aussi de l'humain et de l'empathie. Alors, Hicham Hafid, on va sur un côté plus économique. Les prix, donc on en parlait, les prix sont très étudiés, ils englobent des packages par famille et tiennent compte des trajets longs et des trajets moyens. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ces tarifs qui ont été faits, comme suite de ce que disait Samir Bennis, les Marocains du monde sont gagnants? Oui, bien sûr, ils sont gagnants à plusieurs niveaux. Si on prend par exemple le niveau symbolique, donc il faudrait remarquer que cette initiative jugée historique a envoyé un signal fort à la communauté marocaine résidant à l'étranger en leur disant que vous êtes parmi nous, vous êtes des Marocains, vous êtes parmi nous. Donc on pense à vous. On pense à vous, d'autant plus que l'opération Marhaba de 2020 a été annulée dans cette période de crise. Donc il faudra souligner tout cela. Oui. Donc on pense à vous. Vous êtes une partie intégrante de nos préoccupations politiques et socio-économiques. Donc c'est un signal fort, symbolique fort. Donc ça, le premier niveau. Deuxième niveau, c'est le niveau pécuniaire, c'est-à-dire le niveau financier. Donc bien sûr, cette baisse des tarifs va permettre à cette communauté des Marocains résidant à l'étranger de faire des économies. D'autant plus que, je parle un peu du continent européen, d'autant plus qu'aujourd'hui, cette communauté, surtout qui ne sont pas qualifiés, qui travaillent dans les secteurs qui ne sont pas moins qualifiés que les autres, donc on subit la crise 2008 en Europe et on subit également la crise de Covid, le Covid-19. Donc il y a une accumulation de souffrances en termes financiers. Et donc ça leur permettra de faire des économies, de voyager, surtout pour les familles nombreuses, de voyager en avion, de gagner un peu de temps et ainsi de suite. C'est quand même 450 et 950 euros par famille. Par famille, exactement. C'est une destination d'Amérique et du Canada. Par contre, en Europe, c'est dépasse guère 200 euros. Donc en famille, ainsi de suite. Donc ça, sur le plan pécuniaire. Sur le plan social, il faudrait également souligner que sont gagnants également sur le plan social, dans la mesure où ces familles qui vont rentrer au Maroc, ils vont donc voir donc il y a une sorte de retrouvaille en famille. Ça fait 2 ans. Exactement. Surtout, ça coïncide avec l'Eid al-Adha. Donc ça va être ça va durer jusqu'au 15 septembre. Donc c'est un réchauffement des relations familiales et ainsi de suite. Sur le plan sécuritaire, vous l'avez dit par vous-même. Donc sur le plan sécuritaire, donc il y a un évitement
également de plusieurs problèmes sécuritaires, surtout sur la route. Quand on vient en Espagne, soit à Mauricia, au Malaga ou au Tarragona, donc il y a un problème de cambriolage, un problème de vol et ainsi de suite. Oui. Donc ça évite les familles de prendre le risque de cambriolage et de vol et ainsi de suite. Et enfin, sur le plan administratif, vous voyez que ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas rentrés. Lorsque ces familles rentrent au Maroc, donc il y a certaines démarches administratives qui ont été stoppées, interrompues durant la crise sanitaire. Et c'est l'occasion aujourd'hui de rentrer pour achever certaines démarches administratives, et ainsi de suite. Donc sur le plan symbolique, pécuniaire, administratif et social, donc sont gagnants à 100%. Et aussi à double enjeu. Le Maroc est gagnant de cette opération également, parce qu'il y a un encouragement de la demande intérieure, donc le tourisme intérieur. Donc il va y avoir une redynamisation des secteurs. Durant la pandémie, il y a eu un arrêt brutal et total de l'offre et de la demande. C'est une crise sans précédent, si on compare avec la crise de 1929, donc où il y avait un arrêt total de la demande. Aujourd'hui, on assiste à un arrêt brutal et total de l'offre et de la demande. Et avec les mesures préventives, et ainsi de suite. Donc, le Maroc ici va bénéficier de cette opération. C'est jugé historique, exceptionnel, dans la mesure où il va encourager le tourisme local, encourager tout un écosystème, la restauration, l'hôtellerie, les agences de location, et ainsi de suite. Donc, il faudra que cette communauté prenne des mesures préventives pour pouvoir, bien sûr, ne pas contribuer à la propagation de Covid, mais aussi, on voit que cette initiative est très appréciable, aussi bien par la communauté marocaine que par la diaspora. Et dorénavant, il faudra que le Maroc, bien sûr, c'est une belle initiative, il faudra qu'il l'intègre dans son modèle de développement. Aujourd'hui, la diaspora joue un rôle extrêmement important dans les politiques publiques. Donc il faudra que le Maroc, dorénavant, dans les années à venir, intègre cette dimension dans ses politiques publiques et sociales. Pourquoi Surtout pas que les MRE, corrigez-moi si je me trompe, pour l'année dernière, les transferts n'avaient pas trop baissé. Je crois même qu'ils s'étaient maintenus. Exactement. Malgré la crise, malgré le fait qu'ils n'étaient pas rentrés. Donc je complète ce que je disais. Non seulement c'est une décision de leadership, une décision d'empathie, mais aussi une décision économique parce que ça permet... Alors, bien entendu, il y a des choses qui ont été dites, qui ont été écrites. 2 milliards de dirhams que va coûter cette opération. Mais bon, c'est un décaissement. Mais tout ce qui va rentrer par la suite, aussi bien dans les caisses de l'État que dans les caisses des entreprises, reste quand même important. Permettez-moi, s'il vous plaît, si nous regardons un peu plus l'économie, les fondements de l'économie marocaine, elle est dépendante de l'extérieur, dépendante des crises extérieures par 4 canaux de transmission. Elle est touchée, impactée par la crise étrangère à travers, par exemple, la demande étrangère. Lorsqu'il y a une crise à l'étranger, donc impacte le Maroc. Par le tourisme, par les aidieux, par le transfert des diasporas. C'est juste pour rebondir à ce que vous venez de dire. Donc la diaspora joue un rôle extrêmement important dans les recettes de l'État. Les recettes de l'État sur le plan la balance des paiements. Donc il y a une devise, le Maroc a besoin, combien même a besoin de devises, combien même également a besoin de ces transferts de la diaspora. Donc c'est pour ça que j'ai dit que cette diaspora, cette dimension de la diaspora marocaine, il faut qu'elle soit intégrée dans le nouveau modèle de développement. Psychologiquement, c'est un geste très important en direction de la diaspora. Vous n'êtes pas rentré depuis 2 ans. Pas mal de problèmes, des prix qui répondent à l'offre et à la demande, mais là, on prend une décision, on pense à vous. Effectivement. Alors, on revient un peu au côté politique. Ça veut dire qu'on va alterner entre le politique et l'économique dans ce bras de fer qui oppose le Maroc donc à l'Espagne et dans une moindre mesure à l'Union européenne à travers le vote de la semaine dernière du Parlement européen. Quel message devraient recevoir les Européens face à cette gigantesque opération de transit? Parce qu'elle est gigantesque. Absolument. Je pense qu'avec cette décision de réduire les billets d'avion, d'établir ce pont aérien entre le Maroc et l'Europe et le reste du monde, le Maroc donne des signaux clairs qu'il n'est pas prêt d'abandonner les Émirats à leur sort et qu'il est prêt à sortir les grands moyens quand il faut. Personnellement, j'avoue que depuis l'éclatement de la crise diplomatique avec l'Espagne, j'étais un petit peu inquiet en ce qui concerne l'opération Marhaba. J'avais un pressentiment que le Maroc allait annuler cette opération et je me demandais comment les Marocains vivant en Espagne et ailleurs en Europe allaient faire pour se rendre au pays. Donc je pense que cette décision... Excusez-moi, vous appréhendiez que les Espagnols, quelque part, les attendent au tournant Non, j'avais peur que l'annulation de cette opération n'ait des répercussions négatives sur l'image du Maroc et que des Marocains vivant en Espagne et en Europe l'aperçoivent comme une trahison de la part de leur pays d'origine. Donc je pense qu'en prenant cette décision, le Maroc a évité tous ces problèmes
et à montrer à l'Europe et au monde entier qu'il prend en considération le sort des Émirats et qu'il ne le considère pas seulement comme une vache à lait, mais qu'il prend leurs doléances, leurs aspirations et leurs besoins en considération. D'autre part, je pense que le caractère soudain et gigantesque de cette opération a montré que le Maroc est un pays résilient, qu'il est prêt à relever les défis quand il faut. Et là, je pense aussi qu'après que le Maroc ait réussi le test de la pandémie, et on sait bien comment la presse mondiale a parlé du Maroc. De bout en bout. Bien sûr. Je pense que le Maroc a montré qu'il a d'abord le leadership qu'il fallait, incarné par Sa Majesté, et l'expertise d'une bureaucratie qui sait relever le défi et qui est prête à surmonter toutes les difficultés avec brio et de répondre aux aléas du destin. Très bien. Alors, revenons à l'économie. Hicham Hafid, donc, un décret a été adopté ce jeudi par le Conseil de gouvernement pour les fameux 2 milliards de dirhams donc, en indemnité, au profit donc, des Marocains résidant à l'étranger qui vont passer par les ports de France, d'Italie et peut-être aussi du Portugal. Alors, cet effort budgétaire de 2 milliards de dirhams, comment on l'explique? Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il n'est pas suffisant? À qui il va être versé? Comment ça va se passer? Je ne sais pas si vous avez des informations sur ça. Non, on ne peut pas se prononcer maintenant sur ce que vraiment cette somme d'argent qui a été allouée aux transporteurs maritimes est suffisante ou non, parce qu'on n'a pas d'informations aujourd'hui. On n'a pas de formation, on n'a pas d'informations claires et nettes sur le trajet. Peut-être les mécanismes et les modalités seront fixés, par exemple, peut-être à titre collégial avec le ministère de Transport et le ministère des Finances. Mais aujourd'hui, on ne peut pas savoir exactement est-ce que c'est vraiment. Il faudra peut-être faire des études d'impact, des études pour bien sûr évaluer les besoins du Maroc et les besoins également de ces familles et transports. Et aussi la manière dont ils vont être alloués. Est-ce qu'ils vont rembourser les familles directement. Après, quel type de monnaie qui va être utilisée? Est-ce qu'on va utiliser le dirham ou le dollar? Et aussi la même chose pour les transporteurs. Est-ce qu'ils vont négocier avec le transporteur maritime ou non? Parce que s'ils négocient avec le transporteur maritime, bien évidemment, ils ne vont pas accepter le dirham. Ils vont accepter le dollar. Et vous savez qu'avec la crise sanitaire, le Maroc, bien sûr, ses réserves en devises ont baissé. Donc ça va ne pas être une bonne chose pour le Maroc en termes de négociation, en termes de déboursement de ces transports maritimes. Donc il faudrait étudier. Donc je n'ai aucune information claire là-dessus. Il faudrait bien sûr étudier, faire des études. Des simulations, des études un peu pour bien sûr fixer le montant de la subvention et aussi négocier. À qui la verser, dans quelles conditions, dans quelle monnaie, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'ils vont négocier avec les familles directement? Donc si c'est avec les familles, ça va être très facile. On va le rembourser en dirhams et puis ils vont dépenser ici les subventions. Mais s'ils négocient avec les transports maritimes, je suis sûr et certain qu'ils ne vont pas accepter le dirham. Ils vont donc négocier en termes de dollars et ça va poser un véritable problème pour le Maroc en termes de dollars parce que ça va permettre à réduire les réserves du Maroc en termes de dollars. Donc jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'informations claires. Peut-être dans les jours qui viennent, il y a des directives, des modalités, des mécanismes qui vont être fixés. Des explications qui vont être données. Exactement. Très bien. Alors, Samir Benni, ça va contourner l'Espagne et cette opération, d'après vous, quelle incidence elle pourrait avoir sur les régions qui devaient être traversées en Espagne, c'est-à-dire l'axe nord-sud, l'Andalousie, les ports d'Algeciras, de Cadiz, de Tarifa, de peut-être dans une moindre mesure d'Almeria ou de Malaga, je crois. Donc, quelles peuvent être les incidences sur ça? Comment vous voyez les choses? Je pense qu'il n'y a aucun doute que l'annulation de l'opération Marhaba à travers l'Espagne aura des conséquences négatives sur l'économie espagnole, notamment dans les régions du sud, à Malaga, Cadiz, etc. On parle d'un demi-milliard d'euros, c'est pas grand-chose. Dès l'annonce de l'annulation de l'opération, les professionnels du tourisme et des services espagnols ont déploré la décision et ont demandé au gouvernement espagnol de faire le nécessaire pour en dissuader le Maroc. Il faudrait savoir que l'opération Marhaba génère
chaque année entre 1,5 et 2 milliards de dollars pour l'économie espagnole. Ce qui représente 4 fois ce que dépensent les touristes espagnols au Maroc. Mais ce qui est paradoxal, et là... Alors, excusez-moi, je vous interromps, vous rentrez là-dedans, vous incluez là-dedans que le transfert, pas les Marocains qui vont, on parle d'1 million de Marocains qui vont en Espagne. Vous comptez ça aussi? Non, là je parle que des MRE qui rentrent. Les MRE qui rentrent, ce qu'ils dépensent en Espagne s'élève à entre 1,5 et 2 milliards de dollars en Espagne. Okay. Ils laissent, c'est de l'argent qu'ils dépensent en Espagne. Moi-même, quand je vivais en France, quand je faisais le traversée, par exemple, je dépensais plus de 500, 600 euros. Ben oui, une famille. Mais ce qui est paradoxal, et là je cite une expérience personnelle, c'est qu'en dépit de cette manne financière que génère la traversée des MRE, les Espagnols, jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, ils n'avaient que peu d'égards pour les Marocains. Personnellement, quand je faisais la traversée, j'ai vu comment certains Espagnols se comportaient avec les Marocains avec beaucoup de dédain et de mépris. Et j'ai eu à 2 reprises des accrochages avec des Espagnols parce que je ne pouvais pas supporter accepter que des Espagnols traitent des compatriotes de la sorte, surtout des gens qui ne savent pas parler l'espagnol. Donc, ce qui est mon cas. Donc j'ai vécu ça aussi et je ne parle pas espagnol. Marocain, donc quand je vois un Marocain qui est maltraité par quelqu'un, vous réagissez. Je ne peux pas réagir. Donc c'est normal. Donc je pense qu'avec cette décision marocaine, aussi bien le gouvernement que les responsables, que les professionnels du tourisme et des services espagnols, que les Espagnols en général, vont prendre la mesure de l'importance que représente l'opération Marhaba pour des pans entiers de l'économie espagnole. Et je pense que dans l'avenir, j'ose espérer que les Espagnols vont changer un petit peu leur comportement et traiter les Marocains avec plus de respect. D'autre part, je pense qu'avec cette décision, le Maroc envoie un message clair à l'Espagne que ses positions hostiles à l'encontre des intérêts stratégiques du Maroc ont des conséquences et qu'au Rabat est en train de reconsidérer de fond en comble ses relations bilatérales avec Madrid. Et que nous avons les moyens de faire face à ce genre de choses, quitte à faire une opération gigantesque de transit qui contourne l'Espagne en passant par la Méditerranée ou en passant par le Portugal. Alors, dernière question sur ce thème, Hicham Hafid. Vous avez parlé tout à l'heure du tourisme intérieur, tourisme local, que ça pourrait doper une telle opération. Est-ce que vous pensez que ce serait possible de pérenniser ça, de l'inscrire dans le temps? C'est-à-dire, une fois qu'on fera l'estimation et l'évaluation de cette politique, est-ce que vous pensez que ça devrait être inscrit dans la régularité? D'abord, je vous remercie pour ces questions très pertinentes qui sont stratégiques en fait. Oui, c'est vrai, au niveau de la pérennisation, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Pourquoi? Parce que il faudra d'abord, après que cette première opération réussie et historique soit achevée, donc il faudra qu'on évalue. On évalue le coût et les transactions, les coûts et les avantages. Est-ce que si les avantages, bien sûr, remportent sur les coûts, donc on pourra prévoir dans l'avenir, bien sûr, une sorte de pérennisation de cette initiative. Si les coûts sont supérieurs, dépassent les avantages, donc il faudra trouver d'autres moyens et d'autres créneaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le Maroc passe par une crise inouïe sanitaire, donc il y avait une baisse de son activité. Le Maroc aujourd'hui est en train de mettre en place un nouveau modèle de développement qui nécessite des financements considérables. Donc la pérennisation nécessite bien évidemment des financements. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui il faudra évaluer, faire une étude d'évaluation des avantages et des coûts. Et une fois qu'il soit achevé, donc il faudra faire une évaluation des coûts et des avantages et voir est-ce que vraiment on prend la décision de pérenniser cette initiative ou on trouve d'autres moyens pour bien sûr garder les bienfaits de cette initiative. Donc on ne peut pas
Aujourd'hui, on ne peut pas savoir si on peut. Donc, il faudra faire une étude d'évaluation, peser les pour et les contre de cette initiative. C'est bien sûr sur le plan symbolique, sur le plan pécuniaire, bien sûr, mais sur le plan de financement du Maroc, ça va être très, très, très compliqué. D'autant plus que, bien sûr, il y a la crise sanitaire, il y a la mise en place effective de nouveaux modèles de développement, donc qui nécessitent des financements considérables. Donc, il faudra bien sûr, c'est une très bonne chose, mais il faudra trouver un autre moyen pour, bien sûr, si les avantages dépassent les coûts, bien sûr, et la pérennisation, ça va être une très bonne chose, parce qu'on pense à nos confrères résidents à l'étranger, on pense à notre diaspora, et ainsi de suite. Mais si les coûts dépassent les avantages, donc il faudra trouver un autre moyen pour bien sûr garder cette initiative et ne pas la perdre. Donc il va falloir procéder à une évaluation, je pense qu'elle ne pourra être faite que l'été écoulé. On retiendra qu'il y a aussi que le roi Mohamed VI a demandé au corps consulaire et diplomatique de déployer toutes les facilités possibles. Et je suppose que ça va se prolonger aussi au Maroc au niveau de tout ce qui est administratif, conservation foncière ou autre chose. On va attendre donc cette étude d'impact et on retiendra quand même ce chiffre de 1,5 à 2 milliards d'euros que laissent les Marocains en transfert, enfin en traversant. C'est une somme qui est intéressante, donc ça rentrera aussi dans cette évaluation. Nous prendrons quelques instants de pause et on se retrouve dans quelques minutes pour le deuxième thème, c'est-à-dire les élections en Algérie. À tout de suite. Bienvenue dans cette seconde partie du débrief. Nous allons entamer le deuxième thème de notre émission d'aujourd'hui sur les législatives en Algérie. Nous en discutons pour ceux qui nous rejoignent avec Hicham Hafid, enseignant économiste à l'Université Mohamed V de Rabat, et Samir Bennis, cofondateur de Morocco World News à New York. Donc, c'est la troisième consultation électorale en 18 mois après la présidentielle du 12 décembre 2019 et le référendum constitutionnel du 1er novembre 2020. Après plusieurs jours, les résultats sont enfin tombés. Une abstention record de 77%, une très forte chute du FLN qui reste néanmoins la première force politique du pays et une très forte poussée des indépendants. Et maintenant, pourrait-on dire, que va-t-il se passer? Samuel Benis, on redémarre avec vous. Donc, ils veulent en venir où en Algérie? Je n'ai pas compris cette ahurissante déclaration du président algérien qui disait que le taux de participation n'a absolument aucune importance. Enfin, il disait un truc comme ça. Comment on peut considérer ça? Comment, d'après vous, les Algériens vont prendre ça? Qu'un président leur dise que vous votiez ou pas, finalement, on s'en fiche. D'abord, il y a des remarques qui s'imposent quand on analyse ce que ce président dit à chaque fois qu'il a une interview, une sortie médiatique. On se rend compte qu'on est devant un homme politique qui ne connaît rien à la politique, quelqu'un qui ne sait pas communiquer et quelqu'un qui n'a pas la stature d'un chef d'État. Car, à mon sens, un chef d'État ne dirait jamais, même s'il a ses intentions, il ne dirait jamais que ce qui compte pour lui n'est pas le taux de participation, mais les élections elles-mêmes et leurs résultats. Dans le même temps, ces déclarations trahissent les intentions, les vraies intentions du régime algérien, de ceux qui tirent les ficelles dans les coulisses. Et au bout du compte, on se rend compte que le président algérien n'est qu'un outil qui est utilisé pour servir un agenda et pour remplir une mission. Donc, en fait, vous parlez de ceux qui sont derrière, qui vont. En fait, c'est pour légitimer une. En fait, le pouvoir algérien n'avait pas intérêt à ce que le taux de participation soit élevé. Important, hein. Car si ce taux d'intérêt était élevé, ils avaient peur de perdre le contrôle des résultats. Et c'est ce qui s'est un peu passé avec l'augmentation des indépendants, on en parlera. La preuve en est que le régime algérien a annulé des listes entières de certains candidats qui croyaient vraiment dans leur devoir de participer à la construction d'une nouvelle Algérie. Ces candidats ont été éliminés car l'État n'avait pas un moyen de les contrôler. Donc, on se rend compte bien que le but ultime de ces élections n'est pas d'asseoir une quelconque démocratie ou de répondre aux besoins et aux aspirations du peuple algérien,
mais d'obtenir une certaine légitimité politique à travers le Parlement. Il y a un but ultime, c'est de faire passer une loi, pour entériner une loi qui permettra à l'armée algérienne de se déployer au Mali. Et en dehors des frontières, des frontières nationales. Sur ce qui a été écrit dans la Constitution, qui permet à l'armée algérienne de se déployer à l'extérieur sur demande d'un État étranger, comme ils disent. Absolument. D'autant plus qu'après le retrait, l'annonce du retrait des forces frontières du Mali, l'État algérien a été mis sous pression pour faire adopter une loi qui va dans ce sens. Donc je pense quand on voit la célérité avec laquelle le pouvoir algérien a organisé ces élections, on voit que le but était plutôt de satisfaire les demandes françaises et les exigences françaises que de produire un Parlement capable de mettre le pays sur les bons rails et de répondre aux besoins et aux aspirations du peuple algérien. D'accord, donc maintenant on peut faire la sommation, la somme des choses, on peut faire les recoupements. Les Français qui sont en train de se retirer actuellement du Mali, peut-être qu'ils ont besoin d'une aide algérienne et que donc pour que les Algériens puissent réagir, il faut qu'une loi organique puisse entériner, confirmer ce qui a été écrit dans la Constitution. Il y a pour juste une donnée qui confirme ce que je viens de dire, c'est que parmi les 2288 listes de candidats qui ont été présentées, 1200 ont été des candidats dits indépendants. Or, ces candidats ne sont pas de vrais indépendants. Ce sont des candidats qui ont été triés sur le volet et placés par le régime pour constituer une nouvelle force politique qui sera prête à faire passer toutes les lois et à soutenir la politique qui sera adoptée par le président algérien. D'accord. Alors, les élections, ce n'est pas une finalité en soi, Hicham Hafid. On fait des élections pour avoir une catégorie, enfin une classe de dirigeants, d'élus, pour travailler un pays, pour relancer une économie, surtout en période de crise sanitaire, et la vaccination ne marche pas encore très fort. Alors, maintenant, pour planter un peu les décors, dans quelle situation se trouve l'économie algérienne, tant au niveau des réserves de change, du prix de l'énergie, enfin de la structure productive? Comment ça se passe chez eux? Donc je pourrais dire que l'Algérie aujourd'hui va droit au mur. Surtout si on se réfère à 3 clés de lecture, à savoir les réserves de change, le prix de l'énergie et également la structure productive, la structure des partenaires. Si on prend par exemple, si on analyse au niveau des réserves de change, vous savez qu'en 2003, l'Algérie a créé ce qu'ils ont appelé le Fonds de régulation des réserves, le fameux FRR. Ce fameux FRR avait pour objectif de faire face aux années vaches maigres et aussi aux aléas de la volatilité, bien sûr relative à la volatilité des cours de pétrole. Donc c'est une sorte de réserve pour pouvoir faire face à l'oscillation, à la ventilation des cours de pétrole à l'échelle interne, parce que le pays est fortement dépendant de l'exploitation des hydrocarbures, à l'instar de pétrole et du gaz. Donc cette réserve, aujourd'hui, la situation est catastrophique. Pourquoi ? Parce que les réserves sont passées en 2012 de 200 milliards de dollars à moins de 30 milliards de dollars en 2020. Donc une baisse draconienne des réserves de change. Donc cette situation budgétaire mène le pays vers l'impasse. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils sont face à un défi de la volatilité des cours de pétrole et ils sont face également à un processus de diversification économique. Parce que vous avez parlé de la diversification de la structure productive. Donc depuis l'indépendance 1962, en passant de Boumediene jusqu'au Bouteflika, toujours, on avait assisté à un discours une volonté affichée de la diversification économique, alors que sur le plan concret, il n'y avait pas de diversification économique et que l'Algérie faisait partie du club qui souffre du syndrome hollandais, la malédiction des ressources naturelles. Et que ce besoin de financement aujourd'hui, soit pour financer le déficit commercial, soit pour financer le processus de diversification économique, va mener, comme je viens de le dire, le pays vers l'impasse. Pourquoi ? Parce que le pays sera obligé de faire appel à l'endettement.
à l'endettement, voilà. alors que depuis l'indépendance, on entendit dire que le pays est souverain, il est indépendant. C'est une question de fierté exactement, nationale de ne pas exceptionnelle. prendre de l'argent. Effectivement, c'est l'exception africaine, l'exception algérienne. Donc on est une puissance africaine, on est une puissance géographique, on est indépendant des instances internationales. Aujourd'hui, il sera acculé de faire subir les instructions des institutions financières internationales parce qu'ils vont recourir d'ici quelques mois ou quelques années et ils seront obligés de faire appel à l'endettement. Cet endettement, selon la prospective, il va atteindre jusqu'aux 100 milliards de dollars d'ici 2030. Et que, oui, bien sûr, et que Ils ont un PIB de combien maintenant 180, 190 à peu près 190. Donc, et que ce record d'endettement, il va obliger l'Algérie, bien sûr, d'exécuter les instructions des institutions financières. Et cette exécution aura un impact social et un impact institutionnel. Impact social, bien sûr, comme vous le savez, les revendications sociales. Forcément. Les revendications sociales, ils vont être accentuées parce qu'ils ont une sorte d'attitude d'assistanat, donc les subventions alimentaires, les subventions de transport, les subventions de logement, hein, et aussi sur le plan. Donc dès que ils vont faire appel à l'endettement, donc ils vont obliger de mettre en place certains plans d'ajustement douloureux et coûteux pour l'Algérie, en matière bien sûr des prélèvements obligatoires, la hausse des TVA, en matière de contrôle, comment revoir... Gel des salaires, gel des retraites, enfin la panoplie du PASS. Et ça va créer plus de tensions sociales en Algérie. Sur le plan institutionnel, aujourd'hui l'Algérie, il fait l'exception. Il est un membre observateur de l'OMC, donc peut-être, si dans le cadre de la prospective, peut-être il va être obligé d'intégrer d'une manière effective l'OMC et il va être obligé de libéraliser son marché financier parce qu'on assiste aujourd'hui à 5 banques qui détiennent toute l'économie nationale, détiennent l'économie algérienne. Donc ils vont obliger de revoir leur système financier, de revoir leur système d'inflation, le contrôle d'inflation et donner plus de pouvoir aux banques centrales. Et quand je dis contrôler l'inflation, donner plus de pouvoir, c'est supprimer la politique monétaire non conventionnelle, planche à billets. Donc ils vont obliger de mettre en place certaines mesures douloureuses pour le pays. Et bien sûr, tous ces ajustements mettraient à mal la gouvernance politique économique qui a toujours fonctionné, bien sûr, dans le souverainisme de l'État et dans également la corruption. Donc, ça va être, bien sûr, dans l'avenir, l'Algérie sera bien sûr obligée de mettre en place des réformes structurelles de libéralisation, de la privatisation, et ainsi de suite. Et aussi, au niveau institutionnel, va être bien sûr obligé de réformer la fameuse loi 51-49, donc pour l'attraction des investissements. Donc parce que les instances internationales... Ça ne marche pas comme ça, il n'y a pas d'investissement étranger avec la loi 51-49. Effectivement. 51-49, ça veut dire 51% pour l'État algérien et 49% pour les autres. Exactement. Pour les investisseurs étrangers. Moi, je pensais que vous alliez parler aussi des institutionnels, quand vous avez parlé d'institutionnels, sur le côté achat d'armes. Donc on a des chiffres qui sont absolument faramineux. Il y avait une certaine souveraineté dans le choix des dépenses. Là maintenant, s'il y a un endettement, ça va être un peu compliqué, donc ça va un peu bousculer les équilibres institutionnels internes. Effectivement. Bien sûr. Très bien. Alors, on va revenir encore une fois au côté politique, Samir Bnis, avec des chiffres. Premier, FLN avec 105 élus. Ils ont baissé de 56. Deuxième, les indépendants dont vous parliez avec 78 élus, ils ont augmenté de 50. Ouais. Troisième, mouvement de la société pour la paix, qu'on dit islamiste, donc troisième avec 64 plus 30. Hein, c'est bien ça. Et le Rassemblement national le RND, Rassemblement national démocratique, en alliance avec le FLN en général, quatrième avec 57 moins 43. Donc le FLN et le RCD se retrouvent avec quelque chose comme 150 élus. On est loin de la majorité absolue qui est de 400, enfin qui est, qui est de 204 puisque le total c'est de 407. Comment ça va être gouverné tout ça? Comment on peut monter, à moins qu'on ne rentre ce que vous avez dit tout à l'heure sur les indépendants qui pourraient servir? Je pense que c'est gouvernable. Je pense que ces chiffres montrent clairement que là on est devant vraiment une mascarade, pas vraiment des élections, dont le but est de mettre l'Algérie sur les bons rails pour construire un État démocratique et pour répondre aux aspirations du Hirak. Quand on analyse la nouvelle configuration du Parlement, on se rend bien compte que le régime algérien les a façonnés à sa manière et qu'il a fait fi des aspirations et des demandes du Hirak. Il y a un point fondamental à prendre en considération, c'est qu'à travers ces élections, l'État algérien
a cherché à faire en sorte que les deux partis qui avaient la majorité par le passé, à savoir le FLN et le RND, perdent leur influence et leur poids en faveur des indépendants. Les indépendants, comme je le disais, ont été mis en place et soutenus par le régime qui les a financés à hauteur de 12 millions de dollars. Le but de la présence des indépendants, parce que les vrais indépendants ont été éliminés, c'est de contourner les exigences de la nouvelle Constitution, car on sait que une sorte de majorité de réserve. Voilà, car la nouvelle Constitution exige que le président nomme le Premier ministre de la majorité. Or, avec les nouvelles élections, le RND et le FLN n'ont pas cette majorité. Donc, avec ces élections, le pouvoir a cherché, à travers l'arrivée des indépendants, à amoindrir le poids du FLN et du RND dans le Parlement, de sorte de créer une nouvelle force politique avec laquelle ces deux partis, le FLN et le RND, devraient composer pour créer une majorité. Donc, du coup, le président ne sera plus obligé de choisir le Premier ministre de la majorité. Il pourrait même choisir quelqu'un qui n'est même pas, qui n'appartient à aucun de ces trois partis politiques. Par ailleurs, le président algérien avait besoin d'une nouvelle force politique sur laquelle elle pourrait s'appuyer pour se constituer une nouvelle force, de soutien, de sorte qu'il ne soit pas obligé, comme je viens de le dire, de nommer le Premier ministre du FLN et du RN. Donc, on voit bien que ces élections avaient pour but de contourner les aspirations et les demandes du Hirak, et ils cherchaient juste à produire un Parlement à même de répondre aux demandes et aux exigences de l'agent militaire qui tire les ficelles et qui n'a aucun intérêt, aucune intention de céder aux aspirations et aux demandes de la rue algérienne. C'est ce que j'allais vous demander, vous y avez répondu, qu'on sent qu'il y a de l'armée derrière, on sent qu'il y a des renseignements militaires derrière, on sent que tout ça a été... C'est l'armée qui tire les ficelles. Voilà, vous avez expliqué, en fait, on n'avait pas compris qu'un chef de l'État puisse venir dire que vous votiez ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais finalement, donc, c'était quelque part aussi pour dissuader les gens d'aller voter finalement et laisser les indépendants. Très bien. Alors, revenons à l'économie. Hicham Hafid, 95%, d'après ce qu'on sait, plus ou moins, vous me corrigerez, des exportations algériennes sont des hydrocarbures. Elle en est où, la politique gazière, aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer autour? C'est des prix qui sont volatiles, c'est des nouveaux arrivants, c'est Nord Stream, alors qu'ils arrosent, entre guillemets, l'Europe. Il y a Nord Stream qui arrive du nord, de la Russie. Il y a cette question de gazoduc Nigeria-Maroc. Il y a la question aussi du gazoduc Maghreb, Algérie, Espagne qui passe par le Maroc. Où en est-on de tout ça? Écoutez, comme j'ai dit, que l'Algérie, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle le syndrome hollandais, c'est-à-dire la malédiction des ressources humaines. Donc, elle est fortement concentrée sur l'exportation des ressources naturelles. Elle est fortement concentrée sur l'exportation des hydrocarbures, notamment le gaz et le pétrole. Et l'avantage, si on évalue, on regarde l'indicateur de l'avantage comparatif révélé, donc on voit que l'Algérie, par rapport à la Tunisie, par rapport au Maroc et à l'Égypte, donc il est à la traîne, il est au dernier rang par rapport à ce fameux indicateur qui mesure la diversification économique et la concentration économique des pays. Donc, premier point. Deuxième point, bien sûr, le gaz, la question des exportations gazières, on connaît une baisse ces dernières années. Parce qu'en raison de la pandémie, la pandémie Covid-19, et en raison également de la fluctuation des prix. Donc, dès qu'il y a une baisse des prix, donc la balance des paiements de l'Algérie est touchée. Il souffre de cette volatilité des prix. Au niveau du gazoduc Maghreb-Europe, il faudrait dire que exactement c'est une plateforme très stratégique
entre, bien sûr, l'Algérie, le Maroc et l'Espagne, et qui en tire bénéfice, bien sûr. L'Algérie est fortement, comme je viens de le dire, dépendante de l'exportation du gaz. L'Espagne est dépendante de l'importation du gaz en provenance de l'Algérie. Le Maroc également en bénéficie. Donc, le contrat a été mis en exploitation en 1996 et prendra fin en novembre 2011. Donc, il y a aujourd'hui des négociations. 2021, pardon. 2021. Les discussions aujourd'hui, est-ce qu'ils vont, les trois pays vont reconduire ce contrat ou non? Donc, aucune information. Il y a des sites algériens qui ont dit que le Maroc avait déjà refusé. Il y a des confrères marocains qui ont fait citer des sources où ils disent que absolument pas, ça n'a pas été fait. Et puis le Maroc n'est même pas revenu sur ce contrat en 2002 quand il y avait l'affaire de Lilo Leila. Alors a fortiori maintenant. Donc il n'y a rien. Pour l'instant, les négociations sont en cours. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un projet stratégique, aussi bien pour l'Algérie et l'Espagne que pour le Maroc. Mais le Maroc, ces dernières années, a pris conscience de ces enjeux géopolitiques et stratégiques. Et il s'est lancé dans les énergies renouvelables. Donc il s'est un peu détaché de la dépendance du gaz algérien, de ce gazoduc passant par le Maroc vers l'Algérie. Et il a aussi signé un accord ou un projet, méga-projet avec le Nigeria, donc qui va passer par 13 pays et qui, bien sûr, qui va fournir tout un écosystème à toute la région de l'Afrique de l'Ouest, donc passant par 13 pays. Donc il va fournir, c'est tout un écosystème, il va fournir de l'électricité à ces pays. Donc c'est un projet très stratégique et que le Maroc aujourd'hui, bien sûr, il a su exploiter cette opportunité. Aujourd'hui, la phase de validation est achevée, faisabilité est achevée. Aujourd'hui, maintenant... Phase opérationnelle. Exactement. Financement, surtout la question de financement est en cours de validation. Donc peut-être d'ici quelques mois ou quelques années, il va être mis en place d'une manière effective. Donc il va rester la question du financement. Comment financer ce méga projet qui va acheminer le gaz du Nigeria, passant par 13 pays de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe. On avait entendu dire un chiffre, mais sous votre contrôle, le prix, comment on appelle ça, le prix au-delà duquel, le prix du gaz, le prix du baril, au-delà duquel, ou en deçà duquel, il n'est pas intéressant pour l'économie algérienne. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il faut qu'il y ait de 70 $. Effectivement. Des économistes, vu la situation actuelle, sont partis jusqu'à des chiffres de 180 $ que doit coûter un baril pour que ce soit rentable pour l'économie algérienne. Je pense 108 $. 108 $. Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que si nous regardons vous compléterez après ce que va dire M. Hicham. C'est depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, on voit que l'économie du pays, surtout le produit intérieur brut, le PIB, est fortement dépendant de l'exportation des hydrocarbures. Dès qu'il y a une baisse, une volatilité, ça impacte automatiquement et directement le PIB de l'Algérie. Donc c'est pour ça que je dis toujours que l'économie est fortement dépendante de l'exportation de matières premières et dépendante également de l'importation des produits alimentaires, plus de 85%. Et aujourd'hui, l'Algérie, c'est pour ça que tout à l'heure, je complète ce que je disais tout à l'heure, va dans l'impasse, va droit au mur, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie n'arrive même pas à assurer l'autosuffisance alimentaire. Si nous regardons les 3 phases, le pays passe par 3 phases. Première phase, c'est l'autosuffisance alimentaire. Deuxième phase, c'est la sécurité alimentaire, dans plusieurs mois. Et troisième phase, c'est la puissance agricole, alimentaire. Donc, aujourd'hui, si nous regardons, mesurons, quantifions les capacités productives au niveau agricole, on voit que l'Algérie souffre des ressources hydriques, 217 000 mètres cubes par an et par habitant, alors qu'il est en deçà de la pénurie extrême de l'eau, 500. Oui. Et le stress hydrique, c'est à 1000. Le Maroc est aujourd'hui à 800. À 800. Je pensais que c'était à 650. Donc il dépasse. Voilà, il est au-delà de. Mais les mesures sont déjà prises chez nous pour commencer à faire face à ça. À 800. Effectivement. Donc il est menacé d'abord par le processus de diversification, il est menacé par l'insécurité alimentaire, parce qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à assurer pour la population algérienne une sorte d'autosuffisance alimentaire. Bien sûr, après, on passe à la sécurité alimentaire et on passe à la puissance agricole et alimentaire. Et aujourd'hui, une économie dépendante, rentière et également accaparée par une élite militaro-politique. Très bien. Vous voulez non, je veux juste une précision Alors, il nous reste une petite poignée de minutes, une petite conclusion.
On a parlé de l'Algérie, une économie attractive mais faiblement attrayante, vous en avez parlé. Maintenant, on a l'impression que l'État algérien prépare quelque chose, quelque part. Une constitution qui lui donne le droit d'intervenir à l'étranger, on en parlait tout à l'heure. Une armée qui fait ce qu'elle veut, qui est surarmée, des institutions qui ne sont pas très légitimes, enfin qui sont pas très... Elles sont légales, tout à fait légales, mais pas entièrement légitimes. Et il y a un Hirak qui ne cède en rien. Alors on a l'impression parfois que le gouvernement algérien essaye, il cherche quoi? Je pense, rapidement, comme vous avez une question pour vous deux. Quand on lit et on analyse les récentes sorties médiatiques du président algérien, on se rend bien compte que l'Algérie est en train de faire une course contre la montre pour rattraper un petit peu le temps perdu durant la dernière décennie et pour revenir sur la scène régionale et internationale. Car on sait bien que depuis pratiquement 2013, l'Algérie a été absente sur le plan régional et international. Et je pense que le Maroc a bien tiré profit de ça et avec le retour... À su lire la géopolitique, à su lire la... Absolument. Tout à fait. Je pense que ce que cherche l'Algérie maintenant est de revenir sur la scène, mais je pense que cette tâche sera très ardue pour 3 raisons. Tout d'abord, l'État algérien ne jouit pas de la légitimité politique et il est en proie à des luttes internes qui, à terme, finiront par affaiblir sa projection sur le plan régional et international. Deuxième point, l'État algérien ne possède plus cet excédent budgétaire qui lui permettait d'avoir une projection sur le plan régional et comme auparavant. Or, maintenant, l'État algérien, les caisses de l'État algérien sont en train de se tarir et l'État est obligé de recourir à la planche à billets, ce qui à terme aura des conséquences désastreuses sur l'économie algérienne. Le troisième point est que la donne politique et géopolitique sur le plan régional et international a évolué d'une manière qui ne sert pas les intérêts algériens. Maintenant, les Algériens voient qu'ils sont devancés par un Maroc sûr de lui-même, un Maroc entreprenant et qui a des idées claires et une stratégie claire sur le rôle qu'il cherche à jouer sur la scène internationale et régionale dans les années à venir. Très bien. Il vous reste moins d'une minute pour une conclusion. Hicham Hafid, je pourrais dire que l'Algérie aujourd'hui est prise en otage par 2 choses. Par un facteur de blocage idéologique. Parce que c'est l'Algérie qui fait l'exception, c'est l'Algérie la puissance africaine, c'est l'Algérie la puissance maghrébine, c'est la puissance militaire, et ainsi de suite. Et également pris en otage par une élite militaro-politique, donc qui détient une rente, qui détient le pouvoir politique et économique. Ils ne veulent rien lâcher en termes économiques, ils ne veulent rien laisser aux investisseurs étrangers, ils ne veulent rien laisser à la population algérienne. Donc voilà, grosso modo. Donc maintenant, c'est le temps, c'est que les Algériens se réveillent et militent contre cette économie rentière et cette accaparation ou cette élite militaro-politique et aussi des renseignements qui bien sûr, qui constituent des lobbies d'importation. Donc il y a un discours de propagande vis-à-vis des instances internationales, comme quoi on fait des réformes, mais dans les coulisses, donc il y a un lobby d'importation qui accapare tout ce qui est économique. Très bien, le Hirak, ça fait maintenant 2 ans et quelques que ça dure. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci Samir Bennis, merci Hicham Hafid, merci à vous, à la semaine prochaine.